Salut tout le monde, c'est Gonel, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 25 conseils et 25 réponses à des questions que les gens se posent fréquemment pour faire le GR20. Ça va être des conseils, vous allez voir, que vous trouverez pas forcément sur internet, qui dépendent de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a ressenti. Je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti! Première question, comment se rendre à Calenzana? Pour se rendre à Calenzana, vous avez deux choix possibles, l'avion ou le ferry. Suivant où vous habitez en France, il y en aura forcément un qui sera plus rentable que l'autre. Et une fois que vous êtes sur place, vous avez encore une fois deux options. Soit vous prenez un taxi. Si vous arrivez à l'aéroport de Calvi, vous trouverez forcément en été des randonneurs qui font le GR20, qui prennent un taxi et donc vous pourrez le partager avec eux. Et si jamais vous voulez pas prendre le taxi pour pas le payer par raison financière, vous pouvez faire du stop. Nous, c'est ce qu'on a fait et au final, ça a plutôt bien marché. C'était plutôt sympa et on faisait des courses avec un binôme qui faisait du stop aussi, un peu comme de Pékin Express et finalement, c'était carrément cool quoi. Conseil numéro 2, lorsque vous arriverez au refuge de Calenzana, ne plantez surtout, et je dis bien surtout pas, votre tente près du grillage qui se situe le long de la route. Pourquoi je dis ça? Puisque nous, c'est ce qu'on a fait. Et au final, on s'est fait réveiller à minuit par une bande de jeunes qui aimaient pas les touristes et qui, sous prétexte de pas les aimer, nous a lancé des pierres grosses comme ça, de 2 mètres de haut directement sur la tente et qui, au final, ont troué notre tente à 400 balles avant même le départ du GR. Donc vraiment, pour vous, pour votre sécurité, ne plantez surtout pas votre tente près du grillage le long de la route. Je vous ai dit que vous alliez trouver des conseils que vous ne trouviez pas sur internet. Conseil numéro 3, dès que vous le pouvez, essayez d'aller passer vos nuits dans les auberges au lieu d'aller les passer dans les refuges. Pourquoi je dis ça? Puisqu'en général, les auberges sont moins chères. Si vous portez votre tente, ce sera 7-8 euros par personne au lieu des 12 euros qui sont systématiquement demandés par les refuges. Mais en plus de ça, vous aurez accès à un niveau de confort plus élevé, c'est-à-dire des douches chaudes, des lavabos pour laver toutes vos fringues, etc. Et plus d'emplacements qui sont à plat pour les tentes, plus de place pour vos tentes. Et en général, l'ambiance est carrément meilleure que celle qu'il y a dans les refuges. C'est notamment le cas à Castelli di Vergio, à Ballone ou encore à Croci. Donc voilà. Question numéro 4, est-ce que je peux passer par le cirque de la solitude? Alors, le cirque de la solitude, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien passage du GR. C'est un passage très exposé, passage engagé, dangereux. C'est un passage qui a été interdit parce qu'à un moment donné, il y a eu un éboulement qui a déclenché 7 morts et il y avait déjà eu des morts avant. Donc c'est un passage qui n'est pas du tout à prendre à la légère. Maintenant, si vous voulez le faire, les balises blanches et rouges ne sont plus repeintes, mais elles sont toujours visibles. On a vu des photos, nous, cette année, à l'heure où je parle, en 2021, là, elles sont toujours visibles. Donc vous pouvez y aller, ça fait 400 mètres de dénivelé en moins si vous le faites. Maintenant, moi je vous conseille vraiment pas d'y aller tout seul puisque c'est quand même très engagé. Et donc si vous voulez le faire, moi je vous conseille d'aller à Ascq. De toute façon vous n'aurez pas le choix. Il y a une tonnelle cirque de la solitude et si vous voulez faire le cirque de la solitude, vous restez en dessous et il y aura un guide qui viendra et qui le fera avec vous. Et là c'est quand même plus sécure si jamais vous avez un accident, que vous tombez ou quoi que ce soit. Conseil numéro 5, lorsque vous serez à Ossulou, si vous le pouvez, passez par la variante qui se rend directement à Asino, puisque c'est une variante qui passe par les crêtes, ce qui veut dire que les paysages sont carrément plus beaux. Et en plus de ça, en plus de passer par les crêtes et d'avoir des plus beaux paysages, vous gagnerez 2h30 de marche. Donc c'est quand même pas négociable. Conseil numéro 6, lorsque vous serez à Petrapiana, si vous le pouvez, prenez la variante par les crêtes qui se rend directement au refuge d'Onda. Les paysages seront bien plus jolis puisque vous êtes sur les crêtes et en plus de ça, vous gagnerez 1 heure de marche. Attention par contre, c'est un passage qui est encore une fois bien engagé et pour en avoir parlé avec un guide de montagne, il faut surtout pas y aller s'il pleut. Nous, il pleuvait et il nous a formellement conseillé de ne pas y aller. Donc voilà, si vous êtes pour y aller, suivez du coup, comme c'est une variante, les balises orange au lieu de suivre les balises rouges et blanches. Et par contre, s'il pleut ou s'il y a des nuages dans le ciel, attention parce que pour en avoir parlé avec des gens qui l'ont fait, c'est vrai que c'est bien exposé, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Conseil numéro 7, on continue avec les variantes. Et donc, si vous le pouvez, prenez la variante des aiguilles de Bavella. Certes, ça rajoute du dénivelé. Par contre, vous gagnerez 1 heure à 1h30 de marche. En plus de ça, les aiguilles de Bavella sont connues pour être un des passages les plus beaux du GR20. Et si vous n'y passez pas, ce qu'on a fait,
Ce qui vous attend, c'est une longue et interminable descente le long des bois. Et je peux vous assurer que vraiment, c'est pas la partie la plus belle du GR et c'est très, très, très long. Donc vraiment, si vous pouvez, prenez la variante des aiguilles de Bavella, vous ne le regretterez pas. Conseil numéro 8, si vous le faites en plein été, partez très, très, très tôt le matin. Puisque si vous partez tard, vous allez voir que la chaleur défonce, mais défonce beaucoup plus que dans les Alpes. Vraiment, c'est ça qui rend en partie le GR20 le trek le plus dur d'Europe. C'est vraiment la chaleur. Puisque si vous partez tard, vous allez avoir des syndromes de déshydratation. C'est obligé, vous allez pas boire 5, 6, 7 litres d'eau par jour. Je peux vous assurer que vous allez tout transpirer et vous serez quand même déshydraté. Nous, ça nous est arrivé, ce qui veut dire qu'on a eu des envies de vomir. On a eu mal au ventre, un peu comme des acidités dans l'estomac. Enfin, ça faisait vraiment mal au ventre le jour et la nuit. Et en plus de ça, ça peut vous déclencher des syndromes d'estomac, diarrhée et tout le machin. Donc vraiment, si vous n'avez pas envie de faire d'insolation, etc., partez très très tôt le matin. Conseil numéro 9, est-ce que je peux prendre des repas lyophilisés pour faire le GR20? Bah oui, si vous voulez faire des économies, concrètement, moi c'est ce que je vous conseille. Si vous voulez vraiment faire des économies, moi je vous conseille même de ne pas prendre tout le temps des repas lyophilisés, mais de prendre un sachet de pâtes, un sachet de riz, ça coûte pratiquement rien et du coup là vous économiserez vraiment beaucoup d'argent. Par contre, chose qui est intéressante à savoir, c'est que ça vous sert absolument à rien de prendre des popotes, des réchauds ou des bouteilles de gaz, puisque tous les refuges, comme vous payez votre redevance de 12 € par personne, ont mis à disposition des cuisinières sur lesquelles vous pourrez faire chauffer vos repas, vous pourrez faire chauffer de l'eau pour vos repas lyophilisés, vous pourrez faire chauffer vos pâtes, etc. Donc vous embêtez pas à porter popote, etc. Ça ne sert absolument à rien. En numéro 10, une question qui est fréquemment posée, est-ce que je peux faire le GR20 en autonomie totale? Alors le GR20 en autonomie totale, c'est très 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 dur. Nous, pour avoir fait le GR, on l'a fait en 10 jours et on n'a croisé absolument personne qui le faisait en autonomie totale. C'est dire à quel point c'est dur. Si personne le tente, c'est que quand même, c'est très 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 dur. Alors après, c'est possible. J'ai parlé avec un ultra trailer qui l'a fait en 5 jours et qui lui, du coup, l'a fait en autonomie totale, mais parce qu'il l'a fait en 5 jours. Donc voilà, ça doit aussi être possible chez des randonneurs qui le font en 10 jours, 9 jours, etc. Mais ça fait porter un sac très très lourd et ça vous fait vous mettre un peu en danger dans les parties escalade. Alors maintenant, en 11, on va parler un petit peu de tout ce qui touche à l'eau potable. Alors sur le GR20, l'eau potable, on se ravitaille essentiellement dans les refuges, puisque tous les refuges ont mis à disposition une petite fontaine d'eau potable avec un petit jet où vous pouvez remplir votre camelback ou votre gourde le matin. Par contre, sur les étapes, et notamment dans le nord, vous trouverez souvent très très peu de rivières. Sur la première, il n'y en a pas du tout. Sur la deuxième, il y en a, je crois, une. Sur la troisième, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment très rare. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de remplir votre camelback avant de partir, de vous boire 1 litre d'eau avant de partir. Et puis voilà, que quand même avoir un filtre d'eau au cas où on ne sait jamais. Mais l'eau est assez rare sur les étapes. Donc vraiment, remplissez 2,5 litres, 2,6 litres, 2,7 litres d'eau si vous êtes en plein été. Et comme ça, vous serez à l'abri si vous avez une étape de 6, 7, 8 heures où il n'y a pas d'eau. Conseil numéro 12, maintenant on va parler un petit peu des médicaments. Prévoyez plus de médicaments que pour un simple trek dans les Alpes. Prévoyez beaucoup de médicaments. Alors pas en quantité, mais pour beaucoup de choses, puisque si vous êtes comme nous, vous avez des syndromes de déshydratation, vous pouvez forcément avoir mal à l'estomac, envie de vomir, problème d'estomac, un peu de diarrhée, etc. Voilà, des choses pas très charmantes, mal de gorge le matin, les lèvres un petit peu gercées. Donc voilà, faut pas forcément rigoler avec ça, il faut bien prévoir, puisque nous on a croisé une bonne paire de personnes qui avaient regretter de ne pas avoir pris plus de médicaments que ça en se disant que ça allait aller, etc. Donc rigolez pas avec ça, quoi. Alors en 13, maintenant on va parler un petit peu de ce que vous prenez avec vous dans votre sac, etc. Et moi ce que je vous conseille pour le GR20, beaucoup plus que pour les autres randos, c'est de vous délester un maximum. Pourquoi je dis ça? Puisque ce qu'il faut savoir, c'est de la physique, c'est que si vous faites un trek sur du plat, une différence de 1, 2, 4 kg, ça ne va pas se sentir tant que ça, puisque vous êtes sur du plat et qu'il faut juste avancer. Par contre, lorsque vous avez du dénivelé et qu'il faut monter, là, la différence de 1, 2, 4 kg va beaucoup plus se sentir, puisque vous ne devez pas seulement avancer, vous devez lutter contre la gravité qui vous tire vers le bas. Et forcément, si vous avez un sac plus lourd, vous allez avoir tendance à plus être tiré vers le bas que si vous avez un sac plus léger. Or, le GR20,
sur sa partie nord et notamment jusqu'à Tighetu, c'est une succession de gros radars qui défoncent tout droit et qui tirent tout droit jusqu'au sommet pendant 1 heure et demie et de grosses descentes très techniques pareil où il faut être en quadrupédie, il faut amortir son poids, etc. Et si vous avez un gros sac, ça va considérablement compliquer les choses, quoi. Je pense notamment en vêtements, vous encombrez pas avec plein de vêtements. Personnellement, 2 paires de chaussettes, 2 t-shirts, 2 caleçons et un short, ça m'a largement suffi. Puisque quand du coup vous lavez une paire de chaussettes, vous mettez l'autre le temps que la première elle sèche et vous faites un roulement comme ça. Et au final, on sentait carrément meilleur que sur le Tour du Mont Blanc où on pouvait pas laver nos vêtements et on puait, quoi. Donc vraiment, vous en mettez pas avec beaucoup de vêtements, ça sert à rien, quoi. Conseil numéro 14 maintenant, prenez des chaussures neuves ou très peu abîmées. Pourquoi je dis ça? Puisque le terrain est très technique et que du coup, vos chaussures vont s'abîmer à une vitesse incroyable. Mon ami Olivier, qui l'a fait avec moi, avait acheté des chaussures neuves et des bonnes chaussures, des chaussures de rando à 140 € quand même pour faire le GR20 là. Et au bout de 4 ou 5 jours, il était déjà en train de recoller le devant de la semelle qui se décollait, quoi. Donc, et c'était des chaussures neuves. Donc vraiment, prenez pas de risque, ça va bouffer vos chaussures à un rythme incroyable. Tous ceux qui l'ont fait avec des chaussures de trail, nous on a vu, ils sont arrivés, la semelle était plate, les chaussures étaient explosées, etc. Donc vraiment, du coup, prenez pas de risque, prenez des chaussures neuves ou presque neuves. Alors maintenant, quel duvet je dois prendre pour faire le GR? Nous on l'a fait en plein été, on est parti avec un -2 degrés confort et un 0 confort. Et vraiment, on a eu froid à pratiquement aucune des nuits, si ce n'est un petit peu à Petra Piana, mais enfin voilà, c'était tout doux, rien de grave. Sinon, nous, on n'a pratiquement pas eu froid. Il y en a beaucoup qui partent en 5 degrés aussi. Si c'était à refaire, nous, je pense qu'on partirait en 5 degrés. Donc, je peux vous conseiller du 5 degrés en plein été. Maintenant, si vous êtes un peu en hors saison, fin septembre, etc., forcément, prenez des duvets plus froids. Prenez des -5 degrés confort. Et je pense que comme ça devrait le faire. Conseil numéro 16 maintenant, ne gardez pas à manger dans vos tentes dans le sud et notamment au refuge de Palieri. Si vous pouvez essayer de trouver une solution, n'importe laquelle, mettez à manger en dehors de la tente sous 3 pierres, je sais pas, mais trouvez une solution parce que nous on a croisé un randonneur qui faisait le GR dans le sens inverse de nous, qui venait du sud et notamment qui était déjà passé à Palieri et qui s'était fait bouffer sa tente par un renard qui était venu chercher à manger. Et il n'avait pas de saucisson dans sa tente, il avait simplement des repas lyophilisés. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est mettez à manger en dehors de votre tente et comme ça, vous serez sûrement moins embêté, vous prendrez moins de risques. Question numéro 17 maintenant, est-ce qu'on capte? Oui, globalement on capte, souvent en haut des crêtes ou même dans certains refuges à Petra Piana, vous allez capter et en général ça va être suffisant pour envoyer des messages à vos proches une fois par jour ou une fois tous les une journée et demie. Donc oui, globalement ça va quand même. Alors, question numéro 18 maintenant, comment ça se passe pour recharger ces appareils électriques? Comment est-ce qu'on peut faire? Si vous voulez simplement faire des photos, des petites vidéos avec votre téléphone, etc. et que vous voulez partir léger, moi je vous conseille juste de prendre votre téléphone avec votre chargeur puisque certains refuges, maintenant quand même pas mal, 1 sur 2, 1 sur 3, ont mis des prises électriques à disposition et donc du coup vous allez pouvoir recharger là-haut gratuitement. C'est notamment le cas dans le refuge de Calenzana au départ, Asco à l'étape 3, à Castelli di Vergio, donc au milieu de l'étape 6, à Petra Piana étape 7, à Vizzavona étape 9, Capanel étape 10, et au bar-restaurant du col de Bavella, donc là pratiquement juste avant la fin. Donc voilà, il y a quand même assez fréquemment accès au courant, pour peu que vous arriviez qu'il reste une prise de disponible. Voilà. Par contre, si vous voulez vraiment faire plus de vidéos, plus de photos, etc., là, vous pouvez prendre une powerbank, 10 000 mAh ou 20 000 mAh. Et si vraiment, comme nous, vous avez drone, etc., vraiment tout l'attirail photo, vidéo, dans ce cas-là, vous pouvez opter pour une powerbank et un panneau solaire qui, pour le coup, en Corse, va se révéler bien utile parce que y a du soleil tout le temps, quoi. Donc voilà, avec un powerbank et panneau solaire, je peux vous assurer que vous ne manquerez jamais d'électricité. Par contre, c'est très lourd. Donc là, encore une fois, si vous pouvez, essayer de vous délester au maximum, quoi. Ok, conseil numéro 19, maintenant, prenez de la monnaie avec vous, puisque le seul endroit où vous allez pouvoir payer en carte bleue de tout le GR20, c'est Asco, au restaurant d'Asco, et c'est au col de Bavella. Donc c'est tout. Après, ça va être que de la monnaie. Et en plus de ça, quand je dis prenez de la monnaie, prenez pas seulement des billets de 10 et de 20, etc., mais prenez vraiment des petites pièces, 1 €, 2 €, 50 centimes, parce que si vous n'avez pas de monnaie et que les gardiens de refuge n'ont pas de monnaie non plus, ils vont arrondir les prix en leur faveur et pas en la vôtre. Nous, on a perdu 2 € comme ça, on avait des 20 € et on n'avait pas de pièces de 2, c'était 18 €.
et ben on a perdu 2 euros. Donc vraiment, si vous avez de la monnaie, prenez-en parce que ça va vous être utile. Alors maintenant, niveau prix, ça donne quoi? Ben forcément, comme la Corse est une île qu'il faut tout importer et qu'en plus les refuges en montagne, étant donné qu'ils sont isolés, ils se font livrer soit par des mules, soit par des hélicoptères, forcément le prix des marchandises là-haut est plus élevé que en bas ou par chez nous en France. C'est environ 2 à 3,50 € pour une canette de coca, 3 à 4 € pour un paquet de cacahuètes, 1 € la barre de céréales, et ou environ 10 € le saucisson selon la taille. Je crois que j'avais vu 28 € le kilo pour le saucisson. Donc forcément, c'est un peu plus cher. Donc prenez de la monnaie avec vous. Nous, on avait pris 330 € pour faire le GR20 en 10 jours. Et on a fini, ça a été juste assez. On n'avait même plus 10 € avec nous, quoi. Parce que forcément, une fois que tu as marché 12 heures, que ton coca il soit à 3 ou 4 €, tu vas prendre un coca parce que tu as besoin de sucre. Donc en faisant des économies et tout, en mangeant 4 à 5 repas lyophilisés, 330 €, ça a été tout juste sur 10 jours. Et en plus de ça, il n'y a aucun endroit sur le parcours, il n'y a pas de distributeur où vous pouvez reprendre de la monnaie. Donc vraiment, prévoyez large et prenez de la monnaie avec vous. En sachant que forcément, si vous le faites en plus de 10 jours, il vous faudra plus de 330 €, en dépensant un peu comme nous, en faisant des économies. Et si vous le faites en moins de 10 jours, il vous faudra moins de 330 €, quoi, forcément. Alors maintenant, conseil 21, en cas d'accident, de cheville tordue, de cheville cassée, etc., comment ça se passe? Il y a deux possibilités. Soit vous arrivez à sortir du GR, à rejoindre une route et à faire du stop jusqu'à la civilisation. Dans ce cas-là, si jamais vous vous êtes blessé, je vous conseille de demander des conseils aux gardiens de refuge parce que eux, ils savent la route la plus courte pour rejoindre la ville, etc. Vous pouvez vous faire soigner. Ou alors, si vraiment ça va pas, vous avez, une cheville cassée, une jambe cassée, etc., très très mal, vous pouvez plus marcher, dans ce cas-là, vous pouvez appeler un hélicoptère. Nous, on a rencontré 2 personnes sur le GR qui sont reparties en hélicoptère. Alors, c'est en dernier recours. Pourquoi? Parce que l'hélicoptère, même si c'est pas vous qui le payez en France, on a cette chance-là, c'est la collectivité qui paye, c'est pas gratuit. Donc, voilà, c'est faire reposer cette dépense-là sur les autres personnes, sur les gens. Et en plus de ça, il n'y a que 3 hélicoptères en Corse. Donc, le temps que l'hélicoptère passe avec vous, il ne le passe pas potentiellement autre part pour, soigner un papy qui a un AVC, sur un accident de la route ou quoi que ce soit. Et comme les routes sont pas mal utilisées en Corse, les hélicoptères sont pas mal demandés. Donc vraiment, l'hélicoptère, c'est en dernier recours. Mais sachez que voilà, en cas de problème, vous ne serez pas endetté toute votre vie. Simplement, voilà, soyez bien conscient que liberté égale responsabilité. Et quand on s'engage en montagne, il faut vraiment être prêt, quoi. Alors, conseil numéro 22 maintenant. Est-ce que je peux faire le GR20 en étant débutant, en étant peu entraîné? Alors, oui et non. En fait, tout dépend de ce que vous allez appeler peu entraîné. Moi, je pense que sincèrement, si vous ne faites pas du cardio au minimum 2 fois par semaine, ça va être compliqué. Ça va être possible en 14, 15, 16 jours. Ça va être possible, vous allez pouvoir y arriver, mais vous allez vraiment en baver, vous allez vous mettre en danger et vraiment, ça va peut-être pas être agréable. Voilà, si vraiment vous voulez lancer sur le GR, je pense que pour moi, faire du cardio 3 fois par semaine, c'est un peu la norme, c'est ce qui est pas mal. Voilà. Ok, conseil numéro 23, prenez votre temps. Nous, on l'a fait en un petit peu moins de 10 jours parce que c'était un défi sportif. Mais le corollaire de ça, c'est que du coup, il y a plein de moments, certains moments où on aurait aimé s'arrêter, se baigner un petit peu dans les lacs, les rivières, etc. Ce qu'on n'a pas pu faire parce que quand tu marches 12, 13 heures par jour, naturellement, tu pars à 6 heures du matin, tu arrives à 6 heures du soir. Il faut que tu comptes le temps que tu manges le midi, le temps que tu manges le soir, la lessive, déplier la tente, etc. Et donc, finalement, tu n'as pas trop le temps pour faire des pauses la journée quand tu doubles les étapes. Donc voilà, il faut bien prévoir le temps, bien profiter sur place. Surtout quand même, vous allez rencontrer le GR20, c'est absolument magique pour ça. Vous allez rencontrer des gens extraordinaire. Vous allez rencontrer des gens d'horizons complètement différentes. On a croisé une fille qui était diplomate pour le Pakistan. On a vu une fille qui était docteur sur le christianisme, fondamentalisme blanc. Une autre qui était docteur sur le marketing. On a vu des ingénieurs et tout en électronique, en statistique. On a vu des gens plus, entre guillemets, classiques, mais qui étaient intéressants, qui avaient un gros passif dans le sport, qui avaient grimpé Kilimanjaro, qui avaient fait de la muscu, bodybuilding, etc. Et donc au final, on est quand même dans une sphère assez particulière de gens, de personnes qui font du sport, et c'est absolument magique de vivre ça. Donc vraiment, prenez votre temps, quoi. Ok, conseil numéro 24 maintenant, qui découle un petit peu du conseil précédent. Comptez large au niveau des jours. Prenez bien large, prenez au moins 2-3 jours de marge. Parce que vous allez voir, comme beaucoup de monde, vous allez être surpris si vous le faites de la difficulté
que représente le GR20 par rapport aux autres randos, par rapport aux Alpes, par rapport aux Pyrénées, etc. Et du coup, comme vous allez être surpris de la difficulté, de la technicité du terrain, etc., vous allez mettre plus de temps que ce que vous aviez prévu. Et on a vu des gens, et on a failli se faire avoir, qui se sont retrouvés bloqués parce qu'ils n'avaient pas prévu assez de temps pour faire le GR20 et qui du coup se sont retrouvés, alors qu'ils avaient les capacités physiques de terminer, à se retrouver frustrés à ne pas pouvoir aller à l'arrivée, à devoir arrêter une ou deux étapes avant parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de terminer. Et ça, c'est quand même, je trouve, bien dommage quand vous pouvez aller au bout, vous pouvez aller à l'arrivée, de s'empêcher de vivre ça, de vivre l'arrivée. Donc voilà, prévoyez bien large. Pour vous donner un petit point de comparaison avec les Alpes, si vous regardez l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est un Ultra Trail de 170 km et de 10 000 mètres de dénivelé positif, le record sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est de 19 heures et 1 minute, record du monde de François Daen. Maintenant, si vous regardez les personnes qui ont tenté l'Ultra Trail, le GR20 en Ultra Trail, le record du monde, tout frais battu cet été de Lambert Santelli, c'est de 30 heures et 35 minutes. Alors que le GR20 fait seulement 10 km en plus et qu'il y a seulement 1000 à 2000 mètres de dénivelé supplémentaire. Mais en fait, cette différence-là, de plus de 10 heures, 19 heures à 30h30, elle est due à la technicité du terrain. Et cette technicité-là, qui ralentit les ultra-trailers, forcément, elle va vous ralentir aussi vous en tant que marcheur. Donc, prenez vraiment large au niveau des joints. Ok, maintenant, 25e conseil, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé à Conca? Et une fois que vous êtes à Conca, juste devant l'arrivée, vous avez des navettes qui vous amènent vers Porto Vecchio. Et de là, Porto Vecchio, si vous voulez que vous ne savez pas quoi faire, nous, ce qu'on avait fait et ce que font beaucoup de gens après le GR20, c'est qu'ils reprennent une petite navette gratuite au même endroit où vous a déposé la première navette qui vous a amené de Conca. Et cette navette-là, elle vous emmène au camping de la Matonara. Alors attention, c'est un camping un peu low cost, c'est pas très propre, c'est pas forcément l'extase, c'est pas du luxe. Mais après le GR20, ne serait-ce qu'avoir une douche chaude, ce sera un truc de ouf, je vous promets. Et voilà, le fait que pas mal de personnes du GR20 aillent là-haut, du coup, vous continuez un petit peu dans cette ambiance. Mais attention, je vous dis, c'est un camping 2 étoiles, vous payez pas très cher et forcément la qualité de service s'en ressent un petit peu. Voilà, maintenant laissez-vous guider, n'ayez pas peur et vous verrez que beaucoup de réponses à vos questions viendront au fur et à mesure que vous avancerez sur le chemin, que vous parlerez avec les gens, etc. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, etc. Si vous voulez voir les autres vidéos que j'ai fait sur le GR20, notamment celle qui passe derrière, je vais vous mettre une fiche juste en haut où vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis une bonne fin de journée. C'était Gwenaël. Ciao!